Bonsoir mesdames et messieurs, chers téléspectateurs d'Africable Télévision, la chaîne du continent. Et je suis très heureux de vous retrouver comme tous les vendredis soirs pour à votre avis. Et je vous remercie pour votre fidélité. Ce soir, je vous invite à discuter du sujet de nos différentes exaspérations. De quoi avons-nous marre que nous soyons à Libreville, à Kinshasa, à Kigali, à Bamako, à Djamena ou à Niamey? De quoi avons-nous marre? Nous, citoyens, nous, jeunes, nous, femmes, nous, hommes. Voilà la question que ce soir, je voudrais que nous discutions avec nos invités. Robert Adama Dissa, qui est sociologue. Fabou Kanté, qui est chef d'entreprise. Mais il nous dira, au-delà d'être chef d'entreprise, ce qu'il est. Et puis Rasbat, qu'on ne présente pas. Je dirais de la société civile. Voilà, mais vous nous expliquerez aussi. Merci bien. Voilà, alors nous allons d'abord suivre le micro-trottoir, dans votre avis, avant d'entrer dans le vif de notre sujet. Il y en a marre de la classe politique et de l'inconséquence de la jeunesse qui n'arrive pas à prendre conscience que nous constituons la majorité en Afrique et que nous devons nous unir pour faire entrave à cette classe politique qui nous utilise comme bétail électoral et oucher à canon. Il faut comprendre qu'en réalité, ce n'est pas les moyens qui font la politique. Il faut prendre conscience et se dire qu'en tant que jeunes, nous avons un devoir historique de combat. Ce devoir historique va faire en sorte que nous allons nous organiser. Aujourd'hui, c'est très facile pour des jeunes dans une communauté, dans une commune, de s'organiser, aller arracher ne serait-ce que leur commune, être maire de leur localité. Que des jeunes dans leur localité aillent arracher le poste législatif. Dans mon pays, présentement, ce qui fait la une des journaux dans le monde entier, c'est la crise, la rébellion au Mali. Donc franchement, ce que moi je constate dans tout ça, c'est que... Je vais lancer un appel à nos dirigeants africains en général et surtout nos dirigeants nigériens en particulier, et de faire preuve de bon sens, preuve de cohésion sociale pour développer notre pays, pour avancer notre pays qui est le Niger. Et du côté social, je vais m'exprimer sur le problème de la méningite qui est en train de faire des ravages dans le pays. Le Malien est trop politisé. On pense que tout le monde doit accuser ceux qui gouvernent, mais on ne sait pas réellement ce que doit être ou doivent être nos devoirs. Bon, aujourd'hui au Mali, la chose dont on a marre, tout le monde le sait, c'est le problème du Nord là. Les rébellions qui est soutenu par la France, on le sait, mais les officiels ne le disent pas de façon ouverte, mais la population le sait. C'est cela qui nous empêche de dormir aujourd'hui. Il y en a marre du changement climatique qui fait que les jeunes en milieu rural sont obligés de quitter leur ville pour manque d'eau pour venir dans les grandes villes. Il y en a marre du sous-emploi de la jeunesse. Il y en a marre de l'exploitation des sociétés occidentales qui exploitent à plus d'un titre la jeunesse qui travaille. Il y en a marre de tous ces mots qui minent la jeunesse, dont le sous-emploi est le premier. Rasbat, oui. Qui êtes-vous? Je suis un Rasta, quelqu'un qui
Vous n'avez pas de dreadlocks? Non, le Rasta c'est dans la tête, c'est pas sur la tête. Ah. Parce que Rasta, je vous l'apprends, c'est le nom à l'état civil d'Haïlé Sélassié, l'empereur d'Éthiopie. C'est lui qui, à sa naissance, a été baptisé Tafari Makonnen. Et en amharique, le roi, le chef, le guide, c'est le mot Ras. Ras, ça veut dire le chef, le guide, la lumière. Donc, ayant été investi à diriger ce pays, il a reçu de Dieu la mission de conduire ce pays vers le bonheur. Donc, c'est cette mission qui s'appelle en amharique Ras. Donc, il a reçu le titre Ras Tafari. Donc, c'est sa vision de rassembler tout le monde à l'intérieur d'Éthiopie, au-delà d'Éthiopie, de toute l'Afrique. C'est l'un des pères fondateurs de l'OIA. Sa vision de pouvoir moraliser les hommes sur la base des préceptes du Coran, de l'Injili, de la Bible, le Taurat, des livres révélés de Dieu de Moïse, parce qu'il est le 225e descendant de l'union du roi Salomon et de la reine de Shaba. Sa vision de faire du monde un monde d'égalité, de justice, de paix et d'amour a été la quintessence de son discours à la création des Nations Unies en 1948. Donc c'est de cet esprit que je me réclame. Donc je suis un rastafarien, comme il y a des sankaristes, comme il y a des cheikhantaïsmes. Donc voilà, c'est Haïlé Sélassié que tout le monde connaît, mais dont beaucoup ignorent que c'est lui qui est rastafari à l'état civil. Merci Rasbat. Fabou Kanté, je vous ai présenté comme chef d'entreprise, mais vous n'êtes pas que chef d'entreprise et vous n'êtes pas sur ce plateau à ce titre-là. Qui êtes-vous donc? Alors, donc, au-delà du fait que je sois chef d'entreprise, je me réclame de la société civile, parce que je suis un des animateurs d'une association des mouvements de la société civile dénommée CPM, la Coalition Patriotique pour le Mali, qui était présidée par le feu professeur Diala Konaté, qui n'est plus de ce monde, et aussi membre d'une plateforme d'organisation de la société civile du réseau Djokoni Maya, au sein de laquelle... Djokoni Maya, ça veut dire quoi? C'est pour... parce que vous savez, nous sommes panafricains et panamondiaux. Parfaitement. Dites à nos téléspectateurs qui ne sont pas maliens ce que cela signifie. Djokoni Maya, en termes de façon brève et synthétique, c'est les valeurs cardinales de la culture, c'est-à-dire en termes de bon comportement, en termes d'attitude morale, de bonne attitude morale pour être un bon modèle de conduite, n'est-ce pas, dans la société. On peut résumer, n'est-ce pas, Djokoni Maya comme cela. C'est une association, une plateforme d'organisation de la société civile. Je porte plusieurs casquettes parce que je suis aussi membre d'une autre association de la société civile qui s'appelle ICMA, Initiative pour le changement au Mali et en Afrique, et qui est aussi membre du réseau Djokoni Maya. Voici ce qui est dit. Merci bien. Monsieur Robert Dissa, vous êtes sociologue. Donc, il n'est pas question de... Alors, donc je reste avec vous, Monsieur Dissa. Nous venons de suivre le micro-trottoir dans votre avis. Oui. Qu'est-ce que cela vous inspire comme réaction? Ah oui, j'ai vu quand même des réactions assez virulentes, des réactions très très vives. Et quand les gens parlent de Y'en a marre, en le disant, ils le disent avec conviction. Là, j'ai compris que ce dont ils se plaignent, c'est que c'est vraiment profond. Et j'ai vu beaucoup de mots soulignés, ici et là. C'est vrai que la plupart reviennent sur les mêmes problèmes, mais ce que je note tout de suite, c'est la conviction avec laquelle les gens parlent de ce dont ils en ont vraiment marre. Voilà. Très bien. Rasbat. Oui. Comment réagissez-vous à ce micro-trottoir? J'ai vu les deux choses qui à la limite un peu se retrouvent dans le jugement de tous les Africains, conscients un peu de l'état dans lequel nous sommes. Il y en a marre en même temps de la conduite d'en haut des gouvernants. Il y en a marre aussi un peu de l'inactivisme, du passivisme de la jeunesse d'en bas. Et donc, cela... Alors, permettez-moi de vous interrompre justement à ce niveau-là, oui. Parce que ça, c'est très important ce que vous venez de dire. Alors, la jeunesse africaine, enfin, si le sociologue nous dira si ce concept existe, mais la jeunesse africaine telle que nous la percevons, nous paraît précisément ne pas être à la hauteur des enjeux.
lorsque nous nous projetons dans l'histoire d'autres peuples, à d'autres époques, et où la jeunesse a été face à ses responsabilités, nous avons vu d'autres types d'engagement. Là, on a l'impression que... La jeunesse, ailleurs où elle a pu jouer son rôle, parce qu'elle a eu la chance dans ces contrées-là d'avoir... Enfin, elle a eu la chance. Est-ce qu'elle n'a pas créé les conditions? Parce que moi, je n'aime pas le mot chance. Mais oui. Est-ce que ce ne sont pas des conditions qui ont été créées objectivement? Vous comprendrez tout de suite pourquoi j'utilise les mots chance, parce que quand on se lève sans direction, sans un leader, ça devient une foule et ça n'a pas d'issue. La jeunesse, elle est une force. Comme l'a dit Karl Marx, quand la conscience pénètre la masse, elle devient une force qui doit changer. La jeunesse, elle est cela, elle doit avoir quelqu'un qui puisse l'impulser, qui puisse l'encadrer, qui puisse diriger, canaliser son énergie. Donc ailleurs où il y en a eu, c'est ce qui fut le cas aussi. Aux États-Unis, des grands leaders qui ont changé la vie d'une communauté. Vous aviez le Martin Luther King, vous aviez le Malcolm X. En Afrique du Sud, il a fallu de Thabo Mbeki, il a fallu de Walter Sisulu, il a fallu de Nelson Mandela. Partout dans l'histoire d'Alexandre le Grand, même en France, en la Révolution, les tenants des révolutionnaires, les Robespierre, les Danton, c'était des quarantaines qui avaient une conscience, qui ont su canaliser la Révolution pour en produire la République en France. Au Mali, il y en a eu Soundiata Keïta pour venir canaliser la colère des Mandinka pour créer l'Empire du Monde. Chaka Zulu en Afrique du Sud. Thomas Sankara, c'est comme ça, il faut... La jeunesse africaine aujourd'hui... Attendez, oui. Rasbat, quand vous dites c'est comme ça qu'il faut, mais comme ça qu'il faut, ça ne vient pas, c'est pas ex nihilo. Et justement, c'est ce que je suis en train de vous dire. Aujourd'hui, nous sommes là, c'est un peu aujourd'hui, la jeunesse africaine doit prendre conscience d'abord qu'elle est l'otage d'un système. Qu'elle est l'otage d'un système, comme l'a dit l'un des intervenants, qui prennent conscience qu'ils ne sont utilisés qu'à but de bétail, d'escalier pour certains d'accéder au sommet. Quand nous aurons pris conscience qu'on est en train d'utiliser cette force que nous avons dans un but contre-productif pour nous, alors, comme l'a dit, la prise de conscience en soi est le déclic vers la liberté. Donc c'est là qu'il doit faire pour comprendre. On est victime d'un système. Le système fait qu'aujourd'hui nous sommes formatés à devenir, à se résigner, à subir et à la limite même à emboîter le pas de ceux-là qui sont les gouvernants. Parce que finalement on se dit que j'ai beau essayer dans ma zone, quelqu'un est de l'autre côté pour en train de tirer profit du système et au final, si je me retrouverai en bas de l'échelle et lui en haut de l'échelle. Parce qu'on a tout matérialisé. Toute l'ambition a été calquée sur les matériels. On va y arriver. Je vois que vous avez beaucoup à dire. Monsieur Kanté. Alors, vous êtes chef d'entreprise, ce qui est une très bonne chose. Vous êtes jeune, ce qui est encore mieux. Et puis, troisièmement, vous êtes membre d'une association dont vous nous avez dit qu'elle s'appelait, je crois... La CPM, la Coalition Patriotique pour le Mali. Voilà. Alors, expliquez-nous ça et puis dites-nous pourquoi vous êtes sur ce plateau. Est-ce que vous avez marre de quoi? Écoutez... D'abord, est-ce que vous avez marre de quelque chose? De beaucoup de choses. Alors, donc, voilà. Bon, expliquez-nous d'abord vous savez, qui vous êtes. Vous savez, avoir marre d'une situation, c'est être fatigué, n'est-ce pas, de la vivre. Être fatigué de la vivre, c'est en être énervé, irrité et même sidéré. Bref, c'est en être exaspéré. Et je pense que c'est ce que le micro-trottoir, n'est-ce pas, vient de nous révéler. Avoir marre de quoi? De beaucoup de choses, mais principalement et essentiellement de deux choses. La première, c'est l'impertinence, l'incohérence de tous ces systèmes, n'est-ce pas, éducatifs que nous avons en place, et de l'inefficacité, n'est-ce pas, de ces systèmes économiques qui sont en place dans les pays africains de façon générale et dans le nôtre de façon particulière. Donc, je parle de ces deux systèmes essentiellement parce que ils sont les éléments essentiels de l'épanouissement, en tout cas de la création d'un environnement adéquat à l'épanouissement de l'être humain, des individus et des collectivités. Alors que tant que vous n'avez pas un système éducatif fiable et viable, associé à un système économique efficace dans un pays, cela veut dire que vous aurez marre, n'est-ce pas, de beaucoup de choses. Vous aurez marre
d'une école qui ne produit, n'est-ce pas, que des déchets. Vous aurez marre. Vous pensez que le système éducatif en Afrique produit des déchets? Malheureusement, oui. Dans la plupart des cas. Vous savez, Aristote disait que tout discours sur tout est un discours sur rien. Ça veut dire qu'il ne faut jamais tout généraliser. Mais la majorité des situations, n'est-ce pas, que nous vivons dans les pays africains, malheureusement, les systèmes éducatifs que nous avons sont des systèmes, n'est-ce pas, inopérants, sont des systèmes qui ne répondent à aucune ni aux exigences, aux aspirations des populations en général et de la jeunesse en particulier, ni aux exigences, n'est-ce pas, des temps modernes. Système économique et système éducatif, inefficace à tous les niveaux. Je pense que c'est important de le suivre. Nous allons aller dans le système économique tout à l'heure, parce que je crois que c'est le cœur. C'est ce qui m'intéresse en tout cas le plus dans le débat. Nous tous ici, je pense. Okay. Oui. Mais étant entendu que le système économique est dépendant en réalité de la vision politique de la gouvernance. Monsieur le sociologue Robert Dissa, alors, réaction par rapport à premier tour de table. Premier tour de table, moi je dirais qu'effectivement, ce que mes prédécesseurs ont dit, il y a beaucoup de choses à décrire en Afrique. Il y a beaucoup de choses qui ne marchent pas, qui n'ont pas marché, et à ces rythmes-là qui ne marcheront jamais. Voilà, ça ne marche pas. Voilà, maintenant. Mais si ça ne marche pas, c'est les peuples. Maintenant, pourquoi tout le monde parle des dirigeants, des machins? Mais les peuples, ils sont où? Qu'est-ce qu'ils font? Maintenant, c'est là où je voulais partir. Je voulais aller dans les peuples, justement. En fait, les peuples, leur problème, d'abord, c'est l'éducation. Parce que je vois que voilà. Rasbat me regarde avec... Oui, c'est vraiment une question... Il a un regard, il me fusille. mais c'est vraiment... Mais oui, non, mais bien sûr, mais les peuples sont où? C'est-à-dire leur problème, c'est fondamentalement un problème d'éducation. Moi, je ne parlerai pas des systèmes éducatifs. Parce que généralement, quand on parle d'éducation, on parle en réalité d'instruction publique. Ce qui n'est pas forcément l'éducation. On aura toujours marre des choses. Tant que nous n'aurons pas une éducation qui nous permettra, mais vraiment, d'être des hommes, tout simplement. Oui, mais monsieur Dissa, est-ce que vous comprenez Rasbat? Est-ce que vous comprenez monsieur Kanté? Est-ce que vous comprenez le micro-trottoir lorsque ils vous disent non, on en a marre parce qu'on ne vit pas? Parce qu'en réalité, c'est ça. Franchement, est-ce que vous comprenez ça? Non. Vous ne le comprenez pas? Non, je ne le comprends pas. Expliquez-nous ça. Je ne le comprends pas dans la mesure où, pour la plupart du temps, il y a en Afrique deux types de jeunes. Deux types de jeunes. Il y a un premier type de jeunes partis à l'école. Est-ce que les deux types de jeunes sont représentés sur ce plateau? Non. Très bien. Le premier type de jeunes est là. Bach et puis Kanté, c'est des jeunes partis à l'école qui ont eu à faire de très très bonnes études, qui ont eu une bonne éducation au niveau de la famille, qui ont eu des grands frères, des aînés qui les ont bien suivis. Non, même pas du quart de la jeunesse d'Afrique qui se plaît. Très bien. Ouais. Compte tenu de leur statut à eux deux aujourd'hui. Parce que toute cette grande masse de jeunes africains qu'on a dans nos rues, qui sont en train de déambuler ici et là, qui sont perturbés, qui ne savent même pas où aller. Mais tous ces jeunes-là, en réalité, qu'est-ce qu'ils n'ont pas eu? Ils n'ont pas eu une bonne éducation en famille. Ils n'ont pas eu des aînés qui se sont chargés de les suivre, de les guider. Monsieur Dissa, s'ils n'ont pas reçu de bonne éducation dans leur famille, qui en est responsable? Justement, les aînés. Les aînés. Les aînés. Les grands frères directs, les pères et les mères. Très bien. Oui. Alors, on va donc avancer. Monsieur Kanté, alors on vient de faire un petit échange. Ma première question va à vous. Vous êtes chef d'entreprise, vous êtes jeune, vous êtes africain. Vous m'avez dit tout à l'heure, j'en ai marre de beaucoup de choses. Je vous demande en priorité de me donner 3 causes de votre exaspération. Vous savez,
L'expression de mon exaspération à moi doit s'inscrire dans ma vision, n'est-ce pas, que j'ai du développement tout court. Parce que je pense que lorsque vous parlez de l'organisation, lorsque vous parlez de la structure, n'est-ce pas, des sociétés des pays, lorsque vous parlez, n'est-ce pas, des questions d'épanouissement, c'est la question du développement, n'est-ce pas, qui est visée en priorité. C'est pourquoi ce que je suis en train de dire doit s'inscrire dans ce sens. À mon avis, le débat que nous faisons, les micro-trottoirs par-ci par-là, tout cela, n'est-ce pas, pose la question du développement au fond, que vous soyez chef d'entreprise, que vous soyez dans une organisation de la société civile, que vous soyez membre d'un parti politique, quel que soit votre statut, moi je pense que le but noble recherché par chaque collectivité, par chaque être humain, c'est de se développer. Maintenant, lorsqu'on parle de développement, exactement. Mais ça veut dire quoi? C'est quoi c'est ce concept-là que je veux définir. Pour mon cousin qui est à 1500 km du premier poste de santé familiale. Ok. Alors, ça veut dire quoi pour lui le développement? Ce mot-là signifie quoi? Nous convenons ensemble que le développement a d'abord un caractère relatif. C'est-à-dire que ce qui est développement pour vous ne l'est pas forcément pour moi. Ce qui est développement pour un pays ne l'est pas forcément pour l'autre. Mais cependant, il y a quand même des schémas, des principes universels qui sont arrêtés, qui sont connus pour être des indicateurs, n'est-ce pas, du développement. Je préfère rester généraliste dans ce sens-là. Quoi, par exemple? Deux choses, je l'ai dit à l'entame de mon propos. C'est le système éducatif. Je maintiens mon appellation de système éducatif pour des raisons que je vais évoquer. Et le système, n'est-ce pas, économique. Pourquoi le système éducatif? Parce que l'un des indicateurs, en tout cas l'un des instruments, l'un des outils utilisés par les gouvernants, par ceux qui dirigent, n'est-ce pas, nos États, c'est de faire en sorte qu'ils mettent en place des stratégies nationales qui puissent permettre la vulgarisation du savoir-faire et du savoir-être au sein des populations. Premier principe. Je parle des règles de développement. Exactement quand le chimiste vous dit qu'en associant deux molécules d'hydrogène à une molécule d'oxygène, vous obtenez de l'eau dans les conditions normales de température, donc c'est les règles. Le développement aussi a des règles, et ce sont ces règles-là, de ces règles-là dont je vous parle. Donc, première règle que j'ai évoquée. Et seconde règle, la mise en place, n'est-ce pas, du système économique efficace, qui se traduit par quoi? C'est-à-dire que de la mise en œuvre d'une stratégie économique qui permette, la création de la richesse. Je vais revenir en tant que chef d'entreprise. Secondo, de la rétention de la richesse. Et troisièmement, de la redistribution de la richesse au sein des populations. Bien sûr, les différentes entités qui interviennent à ce niveau-là sont différentes. Lorsque vous prenez le circuit économique classique, on sait qu'il y a 4 entités qui interviennent. 1, vous avez l'État. 2, vous avez les familles, les foyers. 3, vous avez les entreprises. Et 4, n'est-ce pas, vous avez ce qu'on appelle les institutions financières et bancaires. Et chacune de ces entités a des principes, a des exigences. On ne va pas revenir, n'est-ce pas, sur cela. Oui, mais vous avez marre de quoi? Justement, sur le plan strictement économique, en tant que chef d'entreprise, moi j'en ai vraiment marre de ces institutions financières et bancaires des pays africains qui ne... Lesquelles? Les banques. Mais lesquelles? Les banques, au Mali, je pense qu'il y a quand même 14 ou 15 banques. On ne parle pas du Mali. En Afrique, il y a quand même la provision, n'est-ce pas, d'institutions financières et bancaires partout, les banques, n'est-ce pas, les microfinances, c'est partout. Mais vous avez marre? Nous avons marre du fait, n'est-ce pas, qu'ils ne jouent pas leur rôle en termes économiquement, qui est essentiellement le financement, de l'économie, à savoir l'injection de la monnaie au sein des entreprises pour leur permettre de créer la richesse. Parce que, vous vous rappelez, j'ai parlé de création de richesse, de rétention et de redistribution. Donc, au niveau de l'entreprise, nous parlons surtout de création. Ça, c'est important. On en a marre. Moi, j'en ai marre en tant que chef d'entreprise, puisque je parle sur cette casquette ici. J'en ai marre du fait que les institutions financières et bancaires ne jouent pas leur rôle d'accompagnement, n'est-ce pas, des entreprises, surtout des petites et moyennes entreprises en plus. Merci, M. Kanté. Alors, Robert dit ça. Oui. Voilà, donc vous venez d'entendre un jeune africain, chef d'entreprise,
qui a dit l'objet de son exaspération. Mais si je le renvoie au micro-trottoir que nous avons suivi, il percute en même temps l'exaspération de quelqu'un qui parlait du Niger, je crois. Du sous-emploi. Du sous-emploi. Oui, oui. Exactement. C'est là où je voulais en venir. Donc c'est un autre jeune qui dit nous en avons marre du sous-emploi, nous en avons marre du fait que nos gouvernances n'arrivent pas à régler ce problème-là. Ouais. Rapporté à ce que dit M. Kanté, Ouais, comment réagissez-vous? Oui, je réagirais de la même façon que mon frère Bachili, qui à l'entame de son propos a dit quelque chose. En fait, il en a marre de l'inefficacité en haut et il en a marre du laxisme en bas. Quand on doit parler du sous-emploi des jeunes Africains, voici en réalité ce qu'on doit se dire. C'est vrai, il n'y a pas de très grande politique au niveau gouvernemental pour l'insertion professionnelle des jeunes. Pourquoi il n'y en a pas? Il n'y en a pas, je ne sais pas. Moi, je ne sais pas pourquoi, mais... Pourquoi est-ce que d'abord, est-ce que vous êtes d'accord avec Robert Dissa sur ce point? Je n'ai pas fini. Non. Tu as toujours la parole. Mais je voudrais taquiner un peu. Mais oui, moi j'ai entendu tellement de choses que j'ai tellement de choses à dire. D'un côté, je me dis que aujourd'hui, le problème de tout ce dont nous souffrons et dont on en a marre. Donc qui souffre? Moi, je souffre de rien. Mais, si vous en souffrez, peut-être que vous n'en avez pas conscience. On va vous faire prendre conscience que vous souffrez vraiment. Je ne suis pas conscient. Parce que vous souffrez, ça vous plaît pas de voir votre enfant à 22 ans n'a pas de boulot. Ça vous plaît pas de voir votre cousin de 30 ans qui est en train encore d'attendre que son père rentre du marché pour lui prendre de l'argent. Ça vous plaît pas de voir votre fils se faire arnaquer par les policiers au bout de la rue. Ça vous plaît pas de voir votre tante qui a la vérité, mais au tribunal, le juge lui donne tort parce que quelqu'un de plus puissant a payé le mandat. Ça vous plaît pas de voir le maire pour qui vous avez voté, qui ramasse les taxes de vos moments au marché et dont il n'est pas payé, mais allez se payer une villa. Ça vous plaît pas de voir cet élu que vous avez élu, mais qui défend des politiques, qui vendent toutes vos entreprises publiques et vêtent vos cousins et vos frères à la rue, tout simplement pour les beaux yeux du capitaliste. Voilà, vous en avez marre parce que vous seul vous suivez pas. Votre nourriture n'est pas que la nourriture du corps, mais il y a aussi de l'âme. La société souffre au regard de vous, ça pourrit l'atmosphère. Donc vous en souffrez, mon frère. Voilà tout ce dont nous souffrons. Non, moi je souffre de rien. Non, vous en souffrez. Oui. À la fin de l'émission, vous en prendrez conscience qu'on souffre en Afrique ici. On souffre, il faut des laboratoires, cet hôpital-là. Très bien. On va revenir parce que c'est Robert Dissa qui avait la parole. Voilà. Et donc je la lui remets parce que c'était de la provocation que je faisais. Mais vous l'avez réussi. Donc moi je disais que par rapport au sous-emploi, en fait, si on regarde comment l'État, nos États africains, emploient les jeunes, ils nous emploient en fonction... Ou n'emploient pas les jeunes. Oui, ou n'emploient pas les jeunes. Parce que là, le plus souvent, on va parler de concours de la fonction publique, partout, où c'est l'État qui doit recruter. Le plus souvent, on parle des concours de la fonction publique. Ernest Dumont est un grand économiste qui avait étudié, en fait, les rapports entre l'école en Afrique et le marché de l'emploi, avait parlé en son temps d'une sous-scolarisation qui est en même temps une sur-scolarisation. C'est-à-dire que déjà, il y a un problème, compte tenu du nombre de jeunes Africains qui doivent aller à l'école, qui n'ont pas encore eu la possibilité d'aller à l'école. Et pourtant, ce que les écoles déversent sur le marché du travail chaque année est tellement élevé que finalement le chômage est galopant. Par exemple, nos universités, c'est par des dizaines de milliers chaque année, en fait, déversent des chômeurs, des gens qui ont leur diplôme sur le marché. Mais quand il y a un concours de la fonction publique, par exemple, on veut prendre les sociologues, il y a juste 2 sociologues dont on a besoin parmi 5 000, 20 000 et sociologues qui ont leur diplôme en main. Donc, déjà, il y a insuffisance d'offres d'emploi venant de l'État. Mais maintenant, les jeunes eux-mêmes qui sont concernés par rapport à ce chômage, mais concrètement, qu'est-ce qu'ils font eux-mêmes pour travailler, pour trouver du travail? Parce qu'ils sont malheureusement victimes, pas d'un système éducatif, moi aussi j'insiste, ils sont victimes d'une éducation qui ne leur permet pas, dès le bas âge, de comprendre que dans la vie, le meilleur des emplois, c'est l'auto-emploi en fait. De ne rien attendre de qui que ce soit.
Si on est réellement bien formé, moi je ne peux plus comprendre le chômage de qui que ce soit. Alors, je vais juste dire une chose avant de vous donner la parole, Monsieur Kanté. Répondant partiellement à Monsieur Robert Dissa. Vous savez, moi je reçois, peut-être par semaine, je reçois 3 jeunes dans mon bureau, à côté ici, qui viennent chercher de l'emploi, qui cherchent d'abord un stage. Donc moi je les reçois pour savoir si cela est possible ou pas. Je vous assure, alors que je ne suis pas quelqu'un de très exigeant, au-delà du raisonnable, il m'arrive de refuser pendant 2 mois une seule demande de stage. Vous savez pourquoi? Parce que la personne qui est devant moi n'est en général pas capable de m'expliquer pourquoi elle veut ce stage-là. Si vous permettez. Monsieur Kanté, oui. Oui, je reviendrai à vous, Rasbat. Oui, on est, n'est-ce pas, je vous pose la question. Je vous pose la question parce que vous êtes chef d'entreprise. C'est-à-dire que vous êtes supposé, vous, être dans une position de création d'emplois ou en tout cas de résorption d'un certain nombre d'exaspérations des jeunes. Tout à fait. Est-ce que oui, c'est le cas? Oui, nous sommes dans la foulée, n'est-ce pas, de l'analyse. Ça veut dire le fait que dans un pays, que vous ayez un système, n'est-ce pas, éducatif, qui produise, n'est-ce pas, des hommes et des femmes. Parce que c'est ce qu'il lui avait dit. Exactement, qui produisent, n'est-ce pas, des hommes et des femmes incapables d'être utiles à eux-mêmes d'abord, avant d'être utiles à la société. Mais cette responsabilité est toujours imputable au système. Oui, mais le système, c'est qui? Voilà, c'est pourquoi... C'est qui le système? Le système, c'est vous, monsieur Kanté. C'est vous, monsieur Dissa. C'est vous, Rasbat. C'est Kanté, c'est comprendre par rapport à très bien, continuez. Le système, c'est nous tous, mais à des degrés de responsabilité, n'est-ce pas, différentes. Absolument, je suis d'accord. Je pense qu'il faut avoir, n'est-ce pas, cette honnêteté. Oui. Et moi, je suis d'avis que lorsque ça ne va pas, il ne faut pas se mettre dans la logique victimaire, dans un schéma victimaire. C'est tout le monde, comme on le dit. Quand ça ne va pas, ça veut dire quoi? Quand ça ne va pas, ça veut dire quoi? Quand vous dites ça ne va pas, c'est quoi ça ne va pas? Non, c'est-à-dire que quand ça ne va pas, ça veut dire que le système est en crise. Mais c'est quoi le système? Mais le système, c'est quoi? Je veux venir, s'il vous plaît. C'est-à-dire que le système, c'est nous tous. Mais comme je le dis, à des degrés de ressorts différents. Je vais un peu expliquer. Lorsque vous prenez l'organisation et le fonctionnement d'un État, nous savons que c'est le gouvernement qui est quand même l'instance d'exécution des politiques nationales, qui a d'abord pour mission de créer, comme je le dis, l'environnement nécessaire à l'épanouissement, n'est-ce pas? On est d'accord. La politique éducative d'un pays relève d'abord du gouvernement. Donc, lorsqu'il y a échec à ce niveau, avant de situer les responsabilités, n'est-ce pas, au niveau de la base, au niveau de nous tous, on commence d'abord par indexer l'État. Non, mais on commence d'abord par indexer le Monsieur gouvernement. Kanté, la responsabilité est d'abord familiale. C'est en famille d'abord que commence l'éducation. Parce que quand vous me dites ça... Vous savez, je parle sous le contrôle, n'est-ce pas, de sociologue. La famille, c'est le lieu d'appartenance, n'est-ce pas, de l'être humain. Je suis d'accord avec vous que les notions d'éducation, même d'instruction, commencent d'abord dans la famille. C'est ce qu'on appelle, ça donne... Je veux finir. Oui. L'éducation... Oui, Rasbat, vous avez la parole tout à l'heure. Le temps que M. Kanté termine, oui. Je vais être très précis et très clair. Oui. Je dis que la famille étant considérée comme le noyau de la société, il est vraiment normal d'affirmer, et j'en suis convaincu, que l'éducation, c'est d'abord, n'est-ce pas, la famille en tant que lieu d'appartenance. Bien sûr, la suite
le suivi ou bien de cette éducation en dehors de la famille pour atteindre d'autres objectifs peut relever, n'est-ce pas, d'autres entités comme l'État, qui est une entité extérieure à la famille, mais ça commence d'abord dans la famille. Mais moi, ce dont je suis en train de pointer le doigt, c'est-à-dire que dans un système économique formel, organisé, où les responsabilités sont situées, je dis bien que lorsque l'école produit des gens incapables d'être utiles à eux-mêmes et aux autres, cette première responsabilité est imputable d'abord à l'État. Très bien. Je suis formel là-dessus. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Et puis, mais on va donner la parole parce que Rasbat ne semblait pas d'accord. Beaucoup, hein. Je pars de son dernier mot pour essayer de toucher un peu mon frère Robert. La famille n'est plus responsable parce qu'il y a longtemps qu'on a dépossédé la famille de sa mission d'éduquer. Mais qui a dépossédé? L'État l'a fait. Mais comment l'État? Non. J'arrive. Mais l'État vous a dépossédé de l'éducation de vos enfants? Bien sûr, j'arrive. Pourquoi? Quand vous posiez la question, le système, pourquoi? La responsabilité, elle part de cette définition de l'intellectuel. Qu'on en convient. C'est celui qui est capable, de par sa connaissance, à trouver les solutions aux problèmes de sa société. Ça, c'est la définition de l'intellectuel. Nous avons... Enfin, c'est une définition. Une définition, qu'on le dit. Nous avons accepté, sans réflexion, le mimétisme de gouvernance occidentale fondée sur la démocratie libérale qui marche avec le capital. Lorsque vous adoptez un mode de gouvernance calqué sur d'autres sociétés qui ont leur réalité... Lesquelles, par exemple? La société occidentale. Occidentale, l'Europe de l'Est, les États-Unis, qui ont pensé que la bonne gouvernance est celle qui doit être conduite par le marché, par le capital, que l'État se doit tout simplement de réguler le marché, de laisser le marché lui-même fixer le prix de la santé, de l'éducation, des biens de consommation. Oui, mais quelle alternative? J'arrive. C'est ce système-là. Est-ce qu'il y a un système alternatif? Mais évidemment, tous ces mêmes États ont commencé d'abord par un système qui reposait sur un État fort. La France, pendant 200 ans, s'est développée par un État fort qui impulsait toute l'économie. Il n'y a même pas 2 mois, ils viennent d'en adopter des lois qui vont à l'encontre de leur propre truc. Ça veut dire quoi? Il y a des secteurs stratégiques comme l'eau, la communication, les gaz. Personne désormais n'a la majorité des capitaux que l'État, parce que c'est à lui, à partir du conseil d'administration. Oui, mais pour revenir à l'Afrique. L'Afrique a imité ce système pour l'implanter dans un pays qui n'a de richesse que ce que Dieu lui a donné, avec un secteur primaire des paysans sous-formés, avec un secteur secondaire des commerçants moins intégrés et sans secteur tertiaire. Donc quand vous amenez un système qui doit reposer sur le marché, avec des commerçants sous-formés, vous ouvrez votre marché à ceux-là qui ont les capitaux et qui ont la connaissance. C'est pourquoi les bois, les pétroles, les carburants, les cotons, même la communication africaine aujourd'hui est exploitée par les capitalistes occidentaux. Vous avez marre de quoi? J'en ai marre aujourd'hui. J'en ai marre. Oui, t'en as marre de quoi? J'en ai marre de l'absence d'une c'est-à-dire d'une politique gouvernance africaine conçue par les Africains, calqué sur la réalité de l'État et de la culture africaine, capable d'absorber et d'intégrer l'Africain. L'Africain ne se retrouve pas dans ce système-là. Vous êtes en train d'en vouloir au peuple. Est-ce que c'est ce paysan... Mais moi, je n'en veux à personne. Mais oui, je vous ai entendu dire que c'est le peuple qui doit changer. Mais non, j'ai posé la question. Est-ce que le peuple... Moi, je vais au village aujourd'hui, je vois mon grand-père, il me dit, ah mon fils, c'est vous qui avez été à l'école, qui êtes instruit. Quand le grand-père accepte de se mettre sur le blanc de l'élève et son petit frère, il enlève au truc, est-ce que c'est ce paysan qui sait qui est-ce que c'est? Mais moi, je n'en sais rien. Moi, je vous pose la question. Non, moi, la question, elle est quoi? C'est pourquoi je vous ai dit que c'est pas ce paysan qui élu ce député. Mais qui l'a élu, le député? Qui l'a élu? Je suis en train de vous le dire. Oui. Ce paysan-là, oui. On est venu lui dire, ton boulot, c'est de voter pour moi. Oui, mais il a voté. Il a voté. Il est libre. Vous savez ce que c'est qu'il y a un droit, quelque chose qu'on appelle un droit? Non, l'assistance juridique. Les peuples africains sont des êtres qui ne sont pas dans des conditions capables d'apprécier ce qu'on leur demande.
Donc l'État délibérément sait que ce citoyen dont je vais aller solliciter ne sait pas ce que c'est que l'Assemblée nationale. Il ne connaît pas ce que c'est que le maire. Il ne sait pas ce que c'est que le ministre, parce que c'est des fonctions, c'est des institutions qui ne découlent pas de sa culture, qui ne découlent pas de sa société, et on ne l'a pas initié à ce nouveau système-là. On veut le prendre pour responsable. On dit que l'Africain est passif, c'est pas ça. Mais vous allez voir ce village, ce jeune au village. Monsieur dit ça. Vous lui demandez comment il veut se marier. Ce jeune au village vous dira toute la procédure traditionnelle pour aller se marier. Il vous dira que quand je vole le bétail, je vais avoir des sanctions. Mais ce système juridique. Est-ce que je peux vous interrompre? Avec votre permission. Robert dit ça. Oui. Vous avez entendu Kanté et Rasbat. En tant que sociologue, qu'est-ce que vous retirez de ce qu'ils ont? Parce qu'ils ont dit des choses extrêmement intéressantes et fortes. Je vous donne la parole en tant que sociologue. Oui, c'est-à-dire en tant que sociologue, moi je vais commencer par planter un petit décor en parlant de deux types de jeunes africains. Je disais que Bache et puis Kanté appartiennent tous les deux en fait à un groupe de jeunes africains, malheureusement pas du tout nombreux. Et de l'autre côté... Pourquoi ils ne sont pas nombreux? Ils ne sont pas nombreux pour la simple raison que... Parce qu'on aurait bien voulu avoir... pour la simple raison que... Autant de chefs d'entreprise... beaucoup sont partis. En une phrase, je lui réponds. Non, tu n'as pas la parole. Vous les appelez parce qu'ils ne sauront pas faire le débat en langue française. Mais tu n'as pas la parole. Robert dit ça, allez-y. Même la langue est un obstacle à l'intégration de l'Afrique. Nous allons en parler. C'était l'un des vœux de Steven Biko. Nous allons en parler. Il n'y a pas que Steven Biko d'ailleurs. Voilà. C'est vrai, il n'y a pas que Steven Biko. Okay. En fait, beaucoup de jeunes sont partis à l'école. Encore que nous lui rendons hommage. Beaucoup de jeunes sont partis à l'école, mais qui n'ont pas étudié pour différentes raisons. Autant que, par exemple, ces deux, ils ont étudié parce que je les connais. On a été des élèves ensemble, des étudiants ensemble, très bien. Est-ce que monsieur dit ça, en tant que sociologue, est-ce que vous connaissez, par exemple, des jeunes qui ont disparu dans la Méditerranée, dans les opérations d'émigration illégale et clandestine J'en ai connu plein. Vous en avez connu? Oui, d'ailleurs, dans mon premier recueil de poèmes, en fait, le poème phare... Est-ce que c'est parce qu'ils avaient marre quoi que ce soit? Ou sont-ils partis comme ça? Ah oui, ils en avaient marre. De quoi? Mais de beaucoup de choses, par exemple de l'indifférence ambiante. L'indifférence de qui? L'indifférence des chefs d'entreprise. De l'indifférence du peuple. C'est là où je ne suis pas... C'est là où je ne peux pas... Moi, je ne peux pas parler de Y'en a marre sans dire que j'en ai marre de mon peuple indifférent. Franchement, moi, je ne peux pas aller. Je ne peux pas parler des problèmes d'Afrique sans parler de l'indifférence. Comment tu peux accuser ton peuple, il ne sait pas, non, ce que tu nous réclames. Non, mon peuple sait, il n'a pas les instruments, c'est pas un peuple idiot, c'est pas un peuple qui n'a pas, il a la raison critique dans sa langue de pouvoir te dire la raison critique. Il a la raison critique. La raison est la chose la mieux partagée au monde. D'accord. Mais tu lui parles dans une langue qu'il ne connaît pas. Moi, je ne te parle pas d'une autre Robert langue. Shakespeare, la langue de Molière. Ton président ne s'adresse pas à son peuple dans sa langue. Il va battre la campagne en Bambara, en Peul, en Djoula, en Mossi, en Zoulou. Mais quand il s'agit de gouverner, on dit non, c'est des termes qui sont trop compliqués à expliquer au peuple. Voilà comment on gouverne mon peuple. Oui, alors, Rasbat, mon problème ici n'est pas un problème de langue. Mon problème ici, c'est un problème de réalité vécue. Ok, je ne suis pas dans la langue. Moi, je suis dans un problème de réalité vécue. Par exemple, moi, j'ai vu des jeunes qui sont partis à l'étranger parce que tout simplement, à un moment donné, ils se sont vus carrément négligés socialement. Ils n'avaient plus d'amis dans la société, ils n'avaient plus de femmes, même leurs propres femmes les quittaient parce que tout simplement, ces femmes-là les abandonnaient au profit des hommes beaucoup plus riches qu'eux. Mais eux, ils avaient marre de quoi? Mais ils avaient marre de quoi? Parce que notre émission, c'est il y en a marre de quoi? Ils avaient marre de quoi? De l'indifférence. Mais de l'indifférence de qui? De leur peuple, c'est-à-dire de leurs concitoyens, d'abord dans leur famille. C'est-à-dire que quelqu'un qui n'a absolument rien. Oui.
Il n'a rien. Il a fini ses études. On est dans les causes ou on est dans les faits? Non, moi je ne suis pas là. C'est toi qui poses cette question. Maintenant, moi je suis en train de répondre à une question de si je connais des jeunes qui sont allés par la Méditerranée et si je sais pourquoi ils sont partis. Et si ils avaient marre. Et de quoi ils avaient marre? Voilà, c'est ça mon problème. Ils avaient marre. De quoi? C'est ce que je suis en train de te dire. D'abord, moi j'ai causé avec des jeunes qui m'ont dit qu'eux sont partis affronter la mort. Ils ont préféré aller affronter la mort dans les eaux de la Méditerranée pour la simple raison que ils avaient même plus d'amis compte tenu de leur situation de pauvreté. C'est-à-dire donc ils en avaient marre, d'être victimes de ce que j'appelle toujours l'indifférence. L'indifférence de quoi? De qui, disons? D'abord, l'indifférence de ceux-là que eux, ils ont porté dans leur cœur, qu'ils ont aimé, mais qu'ils voient pour différentes raisons, ces mêmes gens qui ne se soucient plus d'eux. En fait, qui n'ouvrent plus leurs portes à eux. Quand quelqu'un part affronter la Méditerranée, parce que tout simplement dessus, que dans sa famille, lui étant l'aîné, il se rend compte que le Benjamin de la famille, parce qu'il est celui qui a le plus réussi, lui, il croit que le Benjamin, socialement, est plus écouté, plus respecté que lui. Il a senti de frustration par rapport à ça. Il dit, bon, ok, je ne peux plus supporter ça, je m'en vais. Moi, j'ai causé avec des gens qui m'ont évoqué des raisons comme ça. C'est vrai qu'il y a des gens qui partent par la mer. Tout n'est pas dû tout simplement en fait à des raisons d'exaspération. Par exemple, il y a certaines ethnies chez nous qui aiment même l'aventure, quoi. Voilà. Il y a des gens qui partent pour les études et beaucoup d'autres raisons. Ok. Voilà. Ok. Alors, le chef d'entreprise qui est au cœur de la problématique du développement. J'ai bien aimé, vous avez évoqué le développement. Bien qu'on n'ait pas rentré en profondeur dans le concept. Je pense que c'est le cœur, en réalité, de notre problématique. Tout à fait. Est-ce que, en tant que chef d'entreprise, en tant que jeune, bien qu'on décrit le système éducatif et tout ça, vous avez l'air d'être bien éduqué, d'être bien formé. Est-ce que vous pensez que vous êtes dans une position sociale qui peut être répliquée? C'est mon souhait le plus absolu. Vous savez, il y a des questions de fond qu'il faut aborder à mon avis. Abordons-les. Il nous reste 5 minutes. Voilà. Mais abordons-les. Rapidement. Oui. Ça veut dire, quand vous tendez le micro comme ça a été le cas, on vous dit on en a marre de quoi? On en a marre du chômage, on en a marre de... Non, il y a même un qui a dit on a marre. Non, il y a même un qui a dit on a marre du dérèglement climatique. Ça j'ai trouvé ça extrêmement important. Aucun de vous n'a abordé cette question. Et lui, il a lié le détraquage climatique à l'exode des jeunes ruraux qui viennent être des vendeurs de n'importe quoi ici. Oui, Rasba, tu as la parole tout à l'heure. Sauter, n'est-ce pas, sur la question de l'immigration. Mais on a 5 minutes. Qui vont aborder, qui affrontent la mort, l'immigration. La cause fondamentale, on revient à la chose, c'est aussi la déception. Parce que qui parle de l'exaspération... Ils sont déçus de quoi? Mais justement, ils sont déçus, n'est-ce pas, du fait qu'ils n'ont plus foi, qu'ils n'ont plus espoir, n'est-ce pas, de vivre en tant que... C'est-à-dire qu'ils considèrent que nos États sont des États faillis. Ils considèrent, n'est-ce pas, qu'ils ne peuvent pas, qu'il n'y a aucun espoir pour eux encore de rester, n'est-ce pas, là où nous sommes. Je vous parle, j'ai vu quelques comment on appelle ça, quelques publicités, pas publicités, mais des épitaphes, n'est-ce pas, souvent en ville. Il y a un instant où, quelques mois, on disait mon Eldorado, c'est ici le Mali. Je pense que c'est du gouvernement, c'est normal. Pour un peu inciter, pour dire aux jeunes, ne partez pas. Si vous voulez rester, c'est ici que vous devriez travailler. Oui, mais vous restez pour faire quoi? Mais vous restez pour faire quoi? C'est la question fondamentale. Vous restez pour faire quoi? Pour boire du thé sous les arbres? Mais justement, parce qu'il y a très peu de choses à faire, parce que les politiques locales, de façon générale,
offre très peu d'espoir et très peu d'opportunités, n'est-ce pas, aux jeunes. Mais pourquoi? Mais cette question doit être posée à ceux qui animent, n'est-ce pas, mais la vous, vous êtes gouvernance chef de notre d'entreprise, pays. vous embauchez combien de gens dans votre business? 15 personnes, n'est-ce pas, à temps complet et à temps partiel, sans aucun accompagnement, n'est-ce pas, depuis que je me suis installé, des institutions financières et bancaires, et qui n'est-ce pas, qui violent, n'est-ce pas, tous les principes de leur leur raison d'être dans un système économique. Ce n'est pas parce que je tire à boulet. Comme je le dis, je ne suis pas dans la victimisation. Quelqu'un a dit ici, c'est Robert qui l'a dit. Qu'est-ce que nous faisons en tant que jeunes si nous n'avons pas de travail? Mais je pense que je suis quand même l'incarnation de cela. Justement. Moi, je suis sorti de l'université. Je n'ai pas attendu. C'est la raison, monsieur Kanté, c'est la raison de votre présence. C'est la raison de votre présence. Mais justement, là où je veux venir, merci beaucoup, mais là où je veux venir. Alors, voilà, et vous terminez là-dessus pour que... Rapidement, mais là où je veux venir... Vous avez 10 secondes. Voilà, mais là où je veux venir, mais je vous assure qu'il y a des centaines, n'est-ce pas, de milliers de jeunes comme moi, sinon meilleurs que moi, qui ont envie d'entreprendre, qui ont envie de faire quelque chose. Oui, mais pourquoi ils n'entreprennent pas? Parce qu'ils ne sont pas accompagnés. On ne peut pas esquiver la question de l'accompagnement. On ne peut pas créer une entreprise quand on n'est pas accompagné. C'est impossible. On va vous inviter on va vous inviter dans une autre émission. C'est regrettable. Il y a pas de problème. On va vous inviter dans une autre émission et vous allez expliquer aux jeunes Africains comment on peut promouvoir. Oui, c'est vraiment un thème si important et regrettable que le temps soit si court pour entrer dans le fond. Vous avez 2 minutes. D'accord. Sinon, c'est tellement... La question... Non, on va vous rappeler pour une autre émission. Voilà. Il y en a marre, comme l'a dit Robert. Il y en a marre de quoi? Mais vous en avez marre de quoi? Non, mais les faits, on les connaît, de l'inadéquation entre les formations et les marchés. Il y en a marre aussi. Mais pourquoi vous allez faire des études où il n'y a pas de débouché? Pourquoi? Justement. Mais ça, c'est pas l'État, c'est vous qui allez là. C'est ce que je suis en train de vous dire. Même quand vous avez votre enfant à l'école au bac, on lui donne une fiche à remplir de l'orientation. Vous savez, le système, il était quoi? Le système colonial est venu pour faire de l'Afrique un endroit pour pomper sans créer de marché d'absorption des choses. C'est ce qu'a compris les Modibo Keïta, les Kwame Nkrumah au lendemain des indépendances, qu'ils ont voulu mettre fin à ce capitalisme-là pour instaurer un socialisme qui allait mettre la société au-dessus de l'individu et dont le capital avait fait l'être roi. Mais ça a donné le massacre de Sankara. Excuse-moi, j'ai pas fini, c'est pas Sankara, je parlais de Sékou Touré. Oui, mais je parlais de Kwame Nkrumah, le socialisme Nkrumah et de Modibo Keïta. Oui. Après, qu'est-ce qui en est suivi? Il a été mis en place un État des pouvoirs et non un état de droit. On a fait l'individu le roi dans la société. On a fait les villes, les paradis qui ressemblent en image à l'Occident. Pour s'habiller, être bien habillé, il faut porter des... Mais est-ce que Rasbat, vous allez dans des campagnes? Je vais beaucoup. Je suis en train de vous dire qu'on a formaté l'être humain. Que l'autre a dit, Aimé Césaire, les canons ont bloqué les forces, l'école a façonné l'Africain. On est Africain que de peau. Nous avons été faits pour servir de consommer les produits de l'Occident sans avoir la capacité d'en produire. Oui, mais c'est la faute de qui? Mais c'est la faute de qui? C'est la faute à qui? C'est la faute à cela nous a acquis. Mais c'est vous, Monsieur, mais vous êtes des jeunes. C'est facile de m'accuser. Mais il n'y a pas deux fauteuils de président à Ouaga. Il n'y a pas deux fauteuils de président à Abidjan. Qui exploite l'eau d'Abidjan? C'est les Français qui exploitent la téléphonie. Mais pourquoi les Ivoiriens laissent les Français exploiter l'eau à Abidjan? Mais justement parce que les élites africaines de complicité avec le système mondial ont pris en otage le peuple africain. Mais nous sommes otages. Mais c'est vous l'élite. Mais on n'est pas l'élite. Mais vous n'êtes pas l'élite. Non, monsieur, je ne suis pas le maire. Je ne suis pas le député. C'est pas moi qui... Mais pourquoi vous vous présentez pas pour être maire ou député? Ben exactement, même le système m'empêche d'être maire. Mais comment ça? Mais parce qu'il me faudrait 10 4x4 pour pouvoir sillonner les Mali. Ça fait combien? 45 millions fois 10, ça fait combien? Vous pensez que je l'ai? Il vous parle des banques. La banque va me financer moyennant quoi? Moyennant une garantie hypothécaire. Pour déposer une garantie hypothécaire, il faut avoir un immeuble déjà. Donc vous avez marre de quoi? J'ai même pas de quoi à lever mais vous avez marre de quoi? J'en ai marre de mimétisme des dirigeants africains. J'en ai marre de la malhonnêteté des dirigeants africains de faire de l'Afrique un endroit pour pomper, aller se payer des comptes bancaires en Suisse, aller se soigner dans les hôpitaux en Europe, aller faire descendre leurs enfants en Europe pour qu'ils aient la nationalité occidentale et faire de l'Africain le mouton qui va servir à arranger leur vie. Voilà comment à Ouagadougou, vous avez des gens qui crèvent sous le soleil sur des vélos pendant que les dirigeants
ils ont tous la double nationalité, pendant qu'ils bradent les entreprises, les richesses aux entreprises occidentales. Voilà pourquoi j'en ai marre des modou à Dakar, qui sont là à se suer sous le soleil pendant ce temps, qui exploitent les richesses du Sénégal. C'est Maroc qui ramasse les ordures. Qui exploite là-bas, c'est Dubaï qui exploite les ports de Dakar. Qui exploite là-bas, c'est les amis proches du pouvoir qui se tapent les moches avec les J'en ai marre d'être gabonais aujourd'hui. Pourquoi? Moins d'1 million d'habitants, voilà, le président est plus riche que le pays. Au Congo, qu'est-ce qu'il n'y a pas comme richesse au Congo? Mais qu'est-ce qu'ils sont en train d'exploiter? Des entreprises belges, des entreprises de téléphones Nokia, occidentaux français. Qui est-ce qu'ils sont en train d'exploiter l'eau en Guinée? La Guinée, le château d'eau. Les gens se crèvent, il n'y a pas de courant là-bas. Qui pompe, qui pille là-bas? C'est les occidentaux qui sont en train de piller. Avec la complicité de qui? Avec la complicité de ce que France Fanon a appelé des peaux noires au masque blanc. Qui mange du pizza, qui mange de l'hamburger, qui boit de l'autre, qui ne regarde même pas la télé africaine. Il s'habille sous 45 degrés en veste et cravate pour paraître comme Pierre, comme Paul. C'est pas le paysan qui est au village qui est responsable. C'est son impôt pourtant qui sert à tout ça. Voilà de quoi nous sommes victimes. Merci Rasbach. Merci beaucoup. Je pense qu'on est... Le dernier mot. Ouais. Malheureusement, nous sommes à la fin de l'émission. Moi, personnellement, je salue l'Afrique. L'Afrique des jeunes gens qui sont issus des milieux très défavorisés, qui arrivent à compter par exemple sur leur talent de footballeur, qui jouent aujourd'hui dans les plus grands clubs du monde. Moi, je vois des Africains qui ont le talent d'être de grands chanteurs, qui arrivent à émerger sans avoir l'accompagnement de quelques gouvernements que ce soit. Moi, je vois des Africains qui partent à l'école, qui ne se défont jamais de leurs bouquins, qui entrent en classe, qui savent pourquoi ils sont en classe, qui étudient beaucoup et énormément, et qui arrivent à partir de rien pour avoir tout dans la vie. Ok. Voilà. Merci. 10 secondes. Dernier mot. 10 secondes. Et on va clore l'émission. Quand on en a marre, quand on est exaspéré, quand on est dessus, on ne reste pas figé en train de s'apitoyer sur son sort. On se lève, on s'organise, on travaille, on se bat. Ça, c'est important. Moi, je demande à la jeunesse africaine de sortir, n'est-ce pas, de cette léthargie. Malgré, c'est parce que c'est difficile, n'est-ce pas, qu'il faut affronter. Donc, moi, je demande ce cri de cœur que moi, je lance à la jeunesse africaine. De se lever, de se battre. La liberté est incompatible avec le repos, comme l'a dit Rousseau. Merci, M. Kanté. Merci. Rasbach. Et Bob Marley dit que you can fool some people sometimes, but you cannot fool all the people all the time. Now we see the light. We're going to stand up and fight. Yeah, Rastabach. Monsieur Dissa, merci à vous tous. Très bonne je suis sûr et certain que nous allons nous retrouver autour de ce même plateau, mais dans le cadre d'une autre émission. Mais dans le même concept. Ça marche. Je vous remercie. Merci et je suis sûr que les téléspectateurs d'Africa Télévision vous remercient tous pour votre excellente contribution à l'accroissement, à la consolidation et à la fortification de la conscience africaine. Et à vous aussi pour cette émission, elle est de qualité. Merci. Bon courage à vous aussi. Merci. Courage, Merci. Mesdames et messieurs, vendredi prochain, je vous invite à discuter du sort des petites bonnes. Vous savez, les bonnes que nous avons à la maison. On en a toutes. C'est des petites filles en général qui sont là, qui agrémentent notre vie quotidienne, mais auxquelles nous ne faisons souvent pas attention, mais que parfois nous violentons de beaucoup de manières, mais qui sont au service aussi de nos enfants, de nos épouses. Voilà. Parlons de leur sort vendredi prochain, si vous le voulez bien. Et envoyez-nous vos observations, vos remarques sur cette problématique au 00223 44 20 80 80. Envoyez-nous vos SMS au 00223 74 22 51 73 et vos mails à votre avis @africabtelevision.com. Merci de nous faire confiance
Prenez bien soin de vous-même et de ce que vous aimez. Et à vendredi.